Oui, alors, moi j'avais dit la semaine dernière que l'exposé de Luc contenait beaucoup de choses intéressantes, voire contenait que des choses intéressantes, mais que il me semblait qu'il fallait en tirer une direction d'échange et de débat. Euh, Il s'agissait en fait d'une thèse, hein, je ne vais pas reprendre l'énoncé, mystère et connaissance, percept et concept, à partir duquel nous avons échangé et il y a beaucoup d'éléments qui ont surgi. On a parlé de la connaissance, du nihilisme, la mise en cause du monothéisme, et comme un vecteur d'une spiritualité de demain ou pas. Et, et puis, moi, je me suis arrêté sur une question dont j'aimerais faire le thème d'un échange entre nous, qui est apparu comme ça, de fil en aiguille, dans le courant de nos échanges. C'est la question, c'est la suivante. Pourquoi les personnes intelligentes croient-elles à des choses stupides? Et Luc avait commencé à donner, non pas une explication, mais sa vision de cette problématique en nous montrant des schémas, enfin des petits dessins, nous parlant d'une vidéo, etc., etc. Et puis on s'était arrêté là-dessus. Alors moi j'ai eu envie de poursuivre sur cette, à partir de cette question, parce que j'aime bien, ils ont énoncé, commencé des réunions en posant une question. Ça me semble plus porteur d'échange que d'une thématique à partir de laquelle on va pouvoir faire un exposé, je dirais un monologue qui peut durer des heures et des heures. Alors, cette question, elle tourne autour de la spiritualité. Enfin, c'est à partir de la spiritualité que cette question a émergé. Et on a évoqué la différence qu'il y avait entre la connaissance et l'intelligence, ou plus exactement, on n'a pas évoqué, mais j'ai immédiatement pensé qu'il fallait le faire, et puis ça a été la fin de l'heure qui nous était impartie. Pourquoi les personnes intelligentes croient à des choses stupides? D'abord, qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Qu'est-ce que c'est que ça veut dire une personne intelligente? Est-ce que c'est une personne qui a des connaissances ou une personne qui a un QI? Et le QI, c'est une mesure, un petit peu comme le PIB est une mesure en fait de la valeur ajoutée d'un mode de faire valoir économique. Le QI va se mesurer avec un certain nombre d'outils. Voilà. Et donc le QI est pas forcément parallèle de la connaissance, parce qu'on va pouvoir identifier quelqu'un qui a un QI très important, et puis qui a vécu dans la jungle, par exemple, qui a strictement aucune connaissance autre que celle de la saisonnalité des baies sauvages qu'il va ramasser, ou des animaux sauvages qu'il va pouvoir capturer afin de se sustenter. Par contre, la connaissance, c'est la connaissance est un acquis. La culture, là, on a parlé de la culture comme étant le fait générateur. Enfin, c'est moi qu'on ai parlé, hein, on n'est peut-être pas d'accord. Il me semble d'ailleurs, en revisionnant la vidéo, que Luc a hoché de la tête en disant non, non, c'est pas vrai ce que tu dis là. C'est pour ça que je me fais un plaisir de le répéter aujourd'hui, n'est-ce pas? Que l'homme est sorti du règne animal. Il dit qu'il est sorti du règne animal parce qu'il a acquis, oui, il le dit bien entendu, il a acquis une culture. La culture, c'est tout ce qui est naturel, privatif. La vie naturelle, c'est manger et dormir avec les ressources renouvelables qui sont de soi. Donc, alors, cette culture, elle génère de la connaissance qui
qui s'est agrégée petit à petit, qui s'est écrite et qui s'est accumulée dans des livres, et on a des tables de la connaissance, et des références, des livres, etc. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce qui a été dit la semaine dernière, c'est qu'on a parlé de la connaissance qui n'était pas cette connaissance-là. C'est Claude notamment qui en a parlé, comme il a dit, il faut retrouver la connaissance originelle par la spiritualité. Et là, je lui ai dit, oui, Claude, d'accord, attention, mais je ne veux pas qu'on emploie le mot retrouver, parce qu'on ne l'a jamais trouvé, mais que la spiritualité, c'est la recherche d'accéder à une connaissance qui n'est pas la connaissance de la culture de l'homo economicus industrialis. Bien, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour revenir, en revenant à notre affaire de pourquoi, alors qui est une affaire très politique, mais bon, ça va être intéressant, me semble-t-il, de faire un pont, un viaduc entre la politique et la spiritualité. Pourquoi les personnes intelligentes croient à des choses stupides? Alors, Luc avait parlé de l'efficacité de la propagande, c'est qu'on ne cherche plus à dire des choses intelligentes. Enfin, les héros, H-E-R-A-U-T, les héros de la pensée ambiante, ou de la pensée dominante, eh bien, manient l'efficacité de la rhétorique, se contrefichent totalement, disons, de l'intelligence de ce qu'ils racontent, voire d'ailleurs de la vérité. Bien. Mais pourquoi est-ce que ça marche? Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes intelligentes? Alors, des personnes qui ont un QI élevé ou des personnes qui ont une connaissance importante. Voilà. C'est là que je pense qu'il y a deux catégories à faire, et à partir de ces deux catégories, on ne va pas avoir forcément la même réponse à la question. Les gens qui ont un QI élevé, alors là c'est bon, je sors une idée qui n'a pas été travaillée, hein. Les gens qui ont un QI élevé vont pouvoir effectivement être sensibles à l'efficacité de la propagande et vont pouvoir, tout en ayant un QI très élevé, croire à des choses stupides. Des gens qui ont une connaissance très importante, à mon avis, ça ne va pas marcher. Alors, il faut que je précise ma notion de la connaissance. Ma notion de la connaissance, moi, je vais introduire là un concept nouveau dont on n'a pas encore parlé, c'est le concept de la pensée critique. Et que la connaissance sans, je dis pensée critique, je ne dis pas esprit critique. Bon, on ne va pas faire, c'est mon dada actuellement, on ne va pas faire une conférence, je vais faire une conférence sur la pensée critique. L'esprit critique fait partie de la pensée critique englobant l'esprit critique et puis l'attitude critique, c'est-à-dire un état, disons une posture quotidienne, je dirais 24 heures sur 24, d'être dans le cadre de cette pensée critique. Toutes les informations qu'on reçoit sont décryptées par notre logiciel de pensée critique, pour celui qui en a un, et c'est ça l'attitude critique. L'esprit critique, lui, c'est la mise à disposition, l'utilisation d'outils très précis pour évaluer les informations que l'on reçoit. Donc, si l'on a une connaissance au sens de la pensée critique, on est hermétique, totalement hermétique à donc cette propagande rhétorique qui fait que des personnes intelligentes croient à des choses stupides. Alors, là encore, il s'agit d'un objectif, il s'agit d'un idéal, il ne s'agit pas de quelque chose qu'on doit retrouver, parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais eu, il s'agit effectivement d'un chemin d'accès, d'une ligne de mire, et pourquoi pas, d'une nouvelle spiritualité, qui consisterait à, justement, en réaction, mais pas forcément en réaction, étant mis en présence d'un environnement culturel, d'un environnement de pensée qui tend effectivement à à nous faire en tant que personnes intelligentes croire des choses stupides, eh bien, non pas le remède, mais l'outil pour lutter contre ça, c'est développer sa pensée critique, et ça peut être l'objet de la spiritualité
parce que c'est forcément spirituel, dans la mesure où on n'est pas dans quelque chose de concret, d'automatique. Voilà, il y a une démarche mentale individuelle qui peut être encadrée, effectivement, par des coachs de pensée critique dont je pourrais faire partie, nous pourrions faire partie. Et le débat. Comment? Et le débat. Et le débat? Oui, ben le débat n'existe pas si on n'est pas intéressé par la pensée critique. Il n'y a pas de débat. Non, je ne veux pas de débat, c'est comme ça, voilà. Non, c'est par rapport à l'individuel, pour dire qu'il y a aussi débat. Oui, absolument. Aussi un moyen d'alimenter. Absolument. Opposition individuelle, tout ça. Absolument. Le trajectoire d'une nouvelle spiritualité, est-ce que ça va être un travail individuel ou est-ce qu'il va être politique? Bon, voilà, disons les ouvertures que je vous propose. Alors, l'amour du peuple. Eberhard dit qu'il manque la dimension, quand je parle du rapport des hommes politiques, des communicants politiques, et que je fais l'analyse critique, je ne parle pas de l'amour du peuple. Bon. Alors, je vais en parler. Mais il faut faire un distinguo tout de suite entre amour du peuple et puis ce qu'on vient d'évoquer là, c'est-à-dire la communication par l'émotion. C'est-à-dire qu'une communication politique qui vise à toucher les gens dans le domaine émotif, vous êtes dans l'émotion et pas par la rationalité, c'est pas. Alors ça ressemble, c'est un peu comme du Canada Dry, ça ressemble à dire je vous aime, vous souffrez, je sais que vous souffrez, ça, voilà, je suis là pour vous aider. Bon, c'est de la commisération, c'est de la bienveillance. Est-ce que c'est de l'amour du peuple? Alors je ne pense pas, je pense même que c'est malheureusement très souvent le contraire, c'est-à-dire que c'est un outil de démagogie qui est censé fonctionner, on touche à l'émotion. L'amour du peuple en politique, est-ce qu'il a existé? Est-ce qu'il a beaucoup existé? Robespierre disait que la qualité, enfin la composante numéro un d'un homme politique, c'était la vertu. Bon. Et pour avoir lu beaucoup des œuvres de Robespierre, qui sont extrêmement importantes, n'est-ce pas? Voilà. Eh bien, Robespierre fait quasiment une synonymie entre la vertu et l'amour du peuple. Et le fait qu'il a été sans doute, pendant une période assez courte, quelques années, mais aimer du peuple et avoir une popularité extraordinaire, et pas à partir de victoires, disons, retentissantes, guerrières, comme la popularité. On ne peut pas comparer la popularité de Robespierre à la popularité de l'empereur Napoléon Ier, pas du tout. D'ailleurs, au sein de la classe politique, on appelait Robespierre l'incorruptible. Et il était précisément populaire, à un point, il était l'homme le plus puissant de France, parce que le peuple ressentait, savait que c'était le seul qui était incorruptible, et que donc c'était le seul, lorsqu'il disait quelque chose, il ne le disait pas parce qu'il y avait un intérêt derrière, alors qu'à cette époque-là, tous les politiques étaient corrompus, tous, sauf lui. Bon. Il incarne donc effectivement cet idéal de l'homme politique qui a l'amour du peuple. Et puis, donc ça c'est un distinguo très important, voilà. C'est pas parce qu'on a un discours politique émotif qu'on aime le peuple. Souvent d'ailleurs, c'est louche, voilà. Et ça, l'habit ne fait pas le moine, et dans ce domaine-là. Après, la deuxième chose, c'est cette affaire de démocratie représentative. Qu'est-ce que c'est exactement que la démocratie représentative? Bon, ça a remplacé la monarchie, ils ont mis à bas la monarchie, ils ont dit on va faire la démocratie représentative. Alors bon, vous savez tous, celui qui a fait la démocratie représentative s'appelle Emmanuel Joseph Sieyès, et il a dit le 16 septembre 1789, devant l'Assemblée constituante, mes chers amis, nous avons fait la révolution pour
que le peuple donc, ait le pouvoir notamment de faire les lois pour les législatifs, et parce que nous aimons le peuple, mais je viens de me rendre compte que nous avons un problème, c'est que le peuple n'a pas assez de temps et n'est pas assez instruit, on y arrive, pour donc faire la vraie démocratie. Donc on ne peut pas l'aimer parce qu'il n'est pas assez instruit. Et donc nous allons faire la démocratie représentative. Et alors on pouvait imaginer à partir de là que lorsque un siècle ou 2 siècles plus tard, avec la progression des connaissances, la progression de l'enseignement, eh bien l'homme allait devenir beaucoup plus instruit et n'aurait plus besoin de représentants, hein, qu'il était capable de s'exprimer lui-même dans une multitude d'assemblées citoyennes locales, etc. Eh bien non, nous en sommes exactement au même point que le 9 septembre 1789, à savoir que les promoteurs de la démocratie représentative, c'est-à-dire 100% des hommes politiques, petits ou grands partis, considèrent que l'homme de base, citoyen de base, n'est pas assez instruit pour... Et pourquoi ça? Eh bien tout simplement parce que... Alors comment se fait-il que l'homme ne soit plus instruit après tout ce qui s'est fait? Eh bien c'est parce que le système capitaliste, croissanciste, oligocratique a fait en sorte que la connaissance ne s'accompagne pas d'esprit critique, qui est donc une espèce de connaissance comme ça, disons, lexicale, alors que la vraie connaissance, et donc je rebondis sur mon raisonnement de tout à l'heure, la vraie connaissance, c'est la pensée critique, voilà. Et que donc tant que nous n'aurons pas une promotion de la pensée critique comme élément majeur de l'enseignement des petits-enfants, hein, ce qui est totalement évacué du système éducatif, eh bien, nous aurons toujours la nécessité d'avoir un groupuscule de 500 ou 600 représentants qui vont décider de tout. Bon, ça veut dire qu'on n'aime pas le peuple. Si on aime le peuple, si on aime les gens, si on veut qu'il y ait une vie politique, qu'il y ait une architecture politique vertueuse, hein, il faut développer la pensée critique dès le plus jeune âge chez les enfants. Alors comment je fais le lien entre pas de pensée critique, pas d'amour? Et Barthes. Oui, ben, je te donne complètement raison, hein, Christian. Je ne suis pas qu'un tenant de la mystique dans les nuages et compagnie, comme pourrait être un ermite. Et encore, des fois, même les ermites ont plus de connaissances des hommes qu'autre chose, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent les voir. Et ils voient toute la misère du petit peuple, et même des fois des prêtres et autres. Hein. Donc, pourquoi toute cette misère? Parce que maintenant, tu as posé ce constat, c'est qu'en fait, je vous le disais déjà, l'homme pris collectivement, et déjà Platon, ça le faisait enrager, de ce gros animal, quoi. De ce gros animal parce que ses habitudes, parce que comment on appelle ça, il ne veut pas avoir à creuser. Je veux dire, globalement, les êtres humains ont besoin qu'on les materne, qu'on les protège, qu'on leur mente. Qu'on leur mente. Ils veulent qu'on leur mente. Parce que c'est plus facile, vous comprenez bien. Et c'est cette. Et on va avoir que quelques exceptions. Alors, il s'appelle Robespierre ou autre, hein, qui vont se dire bah, je vais penser finalement à votre place et je sais ce qui est bon pour vous. Et c'est pour ça qu'après, on a ces massacres et autres guillotines de masse qui fonctionnent. Parce qu'il y a. Et il ne voulait pas, il avait suivi Rousseau, Robespierre, et Rousseau, il ne voulait pas de la démocratie représentative, mais finalement, ils s'en sont bien convenus, même Robespierre et les autres, et ils ont fabriqué des institutions qui devaient mieux fonctionner, et bien à cela,
évidemment des périls extérieurs et ils avaient peur d'une révolte intérieure de la noblesse et autres. Et logiquement, comme il y a des intérêts qui étaient divergents, eh bien, il fallait réagir pour pas que cette révolution soit cassée et entraîner le cycle des violences. Donc, et de part et d'autre, il y a eu des massacres, hein, il ne faut pas oublier, hein, les massacres des révolutionnaires. Tu avais telle figure de la révolution qui disait, je ne me rappelle plus, c'est les massacres de septembre 91 ou 92, je ne me rappelle plus, après le départ du roi, et on a tué, et on a sorti les aristocrates des prisons, comme la duchesse de Lamballe, et on l'a tué, on l'a même décapité, quoi. Et ça, c'est le peuple qui a suivi d'une manière complètement bête, mais de l'autre côté, il y a eu les mêmes tendances aussi. Il n'y avait pas de... Et donc, c'est bien, effectivement, il faut arriver à trouver un équilibre entre l'esprit et les émotions. Enfin, les émotions, elles ne sont pas mauvaises en tant que telles, mais il faut faire grimper les émotions à un niveau sentimental et que ce sentiment puisse s'exprimer clairement. C'est ce que voulait Rousseau. Mais bon, on a sous-estimé l'incapacité toujours pendant. C'est le côté un peu scientifique hein, qui a primé à partir des Lumières. On a pensé que grâce à la science, on allait pouvoir faire des choses d'une manière bien positive. Et le positivisme du 19e siècle, avec seulement la partie matérialiste et non pas spirituelle, est devenu en quelque sorte panacée. Mais après, qu'est-ce que tu veux, les citoyens et les consommateurs ont voulu surtout pouvoir vivre mieux et tout le reste, ben, ils ont laissé d'une manière assez lâche. Enfin, c'est lâche, mais c'est une lâcheté généralisée. On laisse finalement les politiciens gérer leur boutique, la boutique des institutions collectives. Merci beaucoup, Eberhard. Effectivement, moi, j'abonde dans ce sens-là en disant, c'est un peu, je reviens à la définition qu'on avait donnée de la spiritualité, parce que, toi et moi d'ailleurs, qui se termine en disant, ça nous permet de vivre plus sereinement, plus confortablement au quotidien, c'est-à-dire que sans nous poser des questions en permanence. Le problème de l'esprit critique, c'est qu'il nécessite une vigilance de tous les instants. C'est épuisant. Honnêtement, c'est épuisant. Et pour des gens qui sont comme nous, appelons-nous des intellectuels, passe-moi ce qualificatif, mais pour les trois quarts des gens, ils n'ont pas envie de ça. Ils ont envie de vivre tranquillement, sans se poser sans cesse des questions, sans être sans cesse sur leur garde. Sans devoir se documenter, sans accéder à la connaissance et tout le reste. C'est un effort considérable de l'esprit critique. Alors, je ne suis pas en train de militer contre l'esprit critique. Je constate simplement, je ne suis pas en train de... Au contraire, bien évidemment, au contraire. Mais je constate que ce n'est pas praticable de manière permanente et généralisée. Ouais. Donc, à partir de là, comment dire, c'est comme le chat en définitive qui se blottit contre nous. Quand il se blottit contre nous et qu'il ronronne, il n'a pas besoin de se protéger des prédateurs, il n'a pas besoin de chercher de se mettre à l'abri de la pluie, il n'a pas besoin de s'inquiéter pour sa nourriture. Voilà, c'est ça le gros animal. Et nous sommes cela. Nous sommes aussi cela. Et c'est justement l'amour, quelque part, qu'on va porter à son chat et qu'il nous porte, qui va faire que, ben voilà, on va vivre comme ça sereinement. Voilà, moi Et je veux reprendre cette image du chat. Tu es en fait le dieu de ton chat. Oui, complètement. D'accord ? Et donc, quand il y a des situations de crise, bon, on ne va pas reparler du chat, mais cette fois-ci des êtres humains, quand ils sont dans une crise, alors que ce soit les guerres, comme on avait eu 14-18, 40 et compagnie, d'un seul coup, ils se tournent vers un sauveur. Et tu peux faire ce que tu veux, tu peux toujours essayer de dire « Ah ben non, il ne faut pas de sauveur et tout », mais ils vont se tourner vers celui qui les a compris. Hein, je vous ai compris.
Donc, voilà, et tu peux rien contre cette dimension anthropologie. Elle est tellement ancrée en nous, parce qu'en fait, le problème, c'est que ce sauveur, bah, au bout d'un certain moment, il est parti, et on le fait partir. Hein, Mais c'est le mécanisme de René Girard. oui, c'est ça. Girard, en fait, c'est la source, c'est le truc de René Girard. Prends deux extrêmes, Jésus, De Gaulle, hein, on ne va pas les comparer sur le contenu des choses, mais on se dit, à un moment donné, le peuple en a marre, quoi. Et il a été éliminé, hein, puisque c'est le peuple, disons, instigé par un peu les pharisiens, disant oui, non, on veut Barabbas, on veut pas Jésus, crucifier Jésus, mais parce que c'est la meute, d'un seul coup, qui a été retournée d'un instant à l'autre, parce qu'il y en a qui savent bien manipuler. Hein, de nouveau, la manipulation, tu vois. En fait, les évangiles, c'est tout ce qui s'est passé dans les évangiles, on le retrouve aujourd'hui, ou lors des le hitlérisme, c'est une sorte de manipulation, on retourne une foule avec des éléments quand même rationnels et concrets. Maintenant, c'est pour ça que je dis... Mais aussi par les émotions. Oui, évidemment par les émotions, par des éléments concrets et des émotions. Parce qu'il y a un site très intéressant sur le hitlérisme, c'est TIK History en anglais. Et il démonte tout ce qu'on nous a raconté sur... c'est un anglais. Hein, et il nous démontre tout ce qu'on nous a raconté par rapport aux montées de l'hitlérisme. Donc, toutes les mythes qu'a créé Hitler et toute sa bande, pour dire oui, Versailles, ça nous a écrasés, etc. etc. En fait, ils n'avaient pas reçu assez sur la tronche, les Allemands. Hein. Et c'est l'Allemand que je suis qui le dit. Hein. Voilà. Enfin bon, c'est un autre sujet, mais d'une manière connexe ou pas, c'est donc toute cette mécanique de la manipulation de masse qui peut être bénéfique et néfaste. Voilà. Et on a des exemples dans l'histoire autant qu'on veut. Oui, voilà. Enfin, bon, moi, je reviens sur ça. Hein, pour recentrer un peu, si on peut dire qu'il y a un centre dans ce débat, c'est ce besoin de confort et de sérénité qui est profondément humain et dans notre nature profonde. Et même gros animal, plus transcende même notre espèce. Un dernier mot peut-être, Christian? Ben, juste alors deux mots. C'est... Ah, pas le droit qu'un. Ah bon, alors si j'ai le droit qu'un, alors je vais choisir... Mais non, Parce que j'avais un mot sur la spiritualité et un mot sur la pensée critique. Donc si je dois choisir, je vais parler que de la spiritualité. Je répète que je ne suis pas d'accord pour dire la spiritualité, c'est quelque chose qui doit nous amener à la sérénité, à la tranquillité. Ça, c'est la religion. C'est-à-dire que, voilà. Non, pour moi, c'est la religion qui nous met dans le confort. La spiritualité, c'est... Le problème, celui qui est dans une démarche spirituelle, de mon point de vue, hein, voilà, dans une démarche spirituelle, bien, il n'est pas dans ces démarches parce qu'il recherche le confort, la sécurité, la tranquillité d'esprit. Il est dans une recherche. Il cherche quelque chose. Il cherche la connaissance, il cherche la transcendance, il cherche retrouver ou atteindre tout ce que vous voulez, tout ce dont on a parlé déjà X fois. Et encore une fois, ce que tu décris, c'est le tropisme de la religion. La spiritualité est dans le... Et il y a, bon, sans arrêt, je réagirais en disant... Les chats n'ont pas de spiritualité, et les chats n'ont pas de religion. Non, et alors... Voilà mon argument. Non, pas de religion, les chats. Alors, attention, non mais, que lorsque tu dis... L'homme recherche la tranquillité, il recherche pas la difficulté, il recherche la tranquillité. Oui, d'accord. Bien sûr on est d'accord avec ça. Bon, mais oui, mais le moyen, c'est pas la spiritualité, c'est la religion. La recherche spirituelle, c'est une recherche qui te met pas dans le confort. Voilà. Bon, et après, je parle pas de la pensée critique, c'est quelque chose de fatigant. Bon, j'ai pas le temps, mais non, d'accord, c'est pas fatigant. C'est pas fatigant parce que c'est une autre façon d'aborder la connaissance qu'on nous a pas appris parce qu'il y a un système qui veut qu'on ait une certaine posture vis-à-vis des connaissances. Si on voulait qu'on ait une posture, l'esprit critique,
comme je disais, l'attitude critique, c'est une attitude quotidienne, 24 sur 24, qui fait que tu as du recul sur tout. Et je dirais, moi, qui suis dans cette démarche spirituelle de la pensée critique, ça m'apporte la sérénité. Je suis un exemple vivant de démonstration de ce que je prétends. L'enregistrement s'est arrêté. L'enregistrement de secours. C'est bien, au moins il se sent bien dans sa peau. Bon, ben, c'est très bien. C'est ça qui compte, Grâce à la pensée critique. Oui, non, mais je ne nie on pas. peut pas opposer moi, la je ne religion vais à la pas nier le spiritualité. fait que je pense également, enfin, je l'espère, tout du moins, L'enregistrement est en cours. être également quelqu'un qui fait œuvre au quotidien de pensée critique et à chaque instant, je dirais. Mais, et que ça apporte une certaine sérénité. Ben voilà. Mais c'est aussi un effort. C'est fluide. Dans notre monde, en tout cas. Je dirais c'est une jouissance. C'est pas un essence, c'est un plaisir, une jouissance. C'est quand même aussi une souffrance. Parce que cette jouissance, voilà, c'est une jouissance très solitaire, je dirais, parce que c'est quand même, on la partage quand même très peu. Hein. Encore hier soir, je vais le refaire. Quand je vois le nombre d'illusions qu'ont les gens sur des choses, sur plein de choses, c'est une souffrance de voir ça. Enfin, moi, je souffre énormément de ça. Donc, c'est certes une certaine sérénité, mais c'est une sérénité. Je ne voudrais pas prononcer le mot égoïste, mais je vais le prononcer fatalement. Mais quelque part, qui est très égoïste dans ce cas-là, parce que dès que tu te confrontes aux autres, tu te rends compte que c'est, je parle en population générale, quoi, voilà. Tu te confrontes justement à cette absence d'esprit critique. Et pour moi, oui, c'est une souffrance. Donc, il y a une certaine sérénité, mais il y a aussi beaucoup de souffrance. Enfin, pour moi, ce qui me concerne. Débat intéressant. Problématique intéressante. Mais on n'a plus de temps, mais voilà une problématique très intéressante, ce que tu soulèves.